à l'émission Rencontre. Aujourd'hui, nous rencontrons M. Claude Sauvé, président de la CBJC. Ça, c'est la Corporation de bassin de la Jacques-Cartier. On parle de la rivière Jacques-Cartier, on parle de protection des rives et de tout ça. Bonjour, M. Sauvé. Bonjour, M. Tremblay. Donc, vous venez d'où, vous? Première question comme ça. J'origine de la région de Montréal, au sud-ouest, une petite ville industrielle qui s'appelle Valleyfield, à peu près à 35 km au sud-ouest de Montréal, près de la frontière américaine, d'État de New York, à peu près à 25 minutes d'État de New York, puis à peu près la même chose de l'Ontario. Donc, on est dans une espèce de triangle entre les deux coincés, là. Où on parle des régates de Valleyfield. Oui, absolument. On appelait ça la Venise du Québec, puis j'origine de là, puis j'ai étudié là, j'ai fait mon collège classique au séminaire de Valleyfield, ça s'appelait un séminaire à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est un cégep. Puis j'ai étudié à l'Université de Montréal, puis à la fin de mes études en sciences économiques, j'ai migré vers Québec, parce que Montréal, c'était une grande ville, mais je préférais demeurer en région, autour de la capitale. Un économiste, ça ne travaille pas dans des petites villes, ça travaille dans des grandes villes. Fait que j'essayais de me situer à la campagne, mais dans une ville qui pouvait me permettre de ne pas trop faire de longues distances pour aller chez moi. Alors, j'ai choisi Québec. Et puis, pour une des raisons majeures aussi, parce que c'est une belle ville. Aussi, c'est une très belle ville. Fait que je me suis installé à Québec, puis là, j'ai cherché autour. Puis, je me suis ramassé en 1976 à Sainte-Catherine, de Jacques-Cartier, qui était à ce moment-là un petit village de 3000 habitants. Donc, c'était un peu mon cheminement rapidement. Donc, votre relation avec la Jacques-Cartier a commencé là, là? Elle a commencé là. Elle a commencé un peu avant, parce que quand je suis arrivé à Québec, moi, j'ai travaillé d'abord pour le ministère de l'Industrie et Commerce, mais quand j'étais étudiant à l'Université de Montréal, j'étais assez actif au niveau social, environnemental et syndical. Ce qui fait que l'environnement, on est avant la fameuse conférence de Rio en 1972, donc le mot environnement n'était même pas... Les gens ne connaissaient pas vraiment ça, là. Donc, quand je suis arrivé à Québec, je m'intéressais beaucoup à l'environnement. Puis, il y a eu la fameuse bataille de Jacques-Cartier, le fameux projet de l'Hydro-Québec qui voulait faire une réserve pompée dans le parc de ce qui est devenu le parc de la Jacques-Cartier et qui était à l'origine de la création du parc de la Jacques-Cartier. Expliquez-nous, c'est quoi cette fameuse bataille-là? En fait, c'est un projet d'Hydro-Québec. Bon, L'Hydro-Québec, on connaît à l'époque, construisait des barrages et il faisait produire de l'électricité. Évidemment, on est après et il y avait un projet de construire une centrale à réserve pompée. Cette idée-là, c'est que on prend une vallée, on met un barrage, puis la consommation d'électricité est comme variable dans la journée, puis même l'hiver aussi. Ça fait que quand on est en surplus d'électricité, on sert de l'électricité pour pomper l'eau en arrière du barrage. Puis quand il y a une demande plus forte d'électricité, on la laisse aller. Ce qui fait que ça adapte l'eau qui contribue aux turbines à une situation. Alors, il se voulait se servir de la vallée de Jacques-Cartier pour ça. Alors, il y a une bataille qui a été menée par... Quand je suis arrivé à Québec, c'était un des thèmes qui était... Alors, je me suis un peu engagé comme citoyen qui signait des pétitions, des choses comme ça. Je n'étais pas au premier rang. Alors, j'arrivais à Québec, je voulais m'impliquer un peu plus. Et puis, le projet a été avorté. Évidemment, ça a donné lieu à la création du parc. C'est de là qu'origine pratiquement le bureau d'audience publique, toutes ces questions-là. Ça origine à ces débuts des années 70, parce qu'il ne faut pas oublier que la loi sur la qualité de l'environnement au Québec a été adoptée en 1972. Mais le ministère de l'Environnement a été créé en 1980. Ah bon, 8 ans plus tard? 8 ans plus tard. Parce que l'environnement, au départ, c'était une question de santé publique. Eau potable, OG, c'était beaucoup lié à ça. Et les ministres qui étaient chargés de l'environnement, c'était le ministre des Affaires municipales qui avait en son sein un service de protection de l'environnement. De 72 à 80, les gens qui étaient impliqués dans l'environnement pour appliquer la loi étaient regroupés sur une organisation à l'intérieur des affaires municipales qui s'appelait le Service de protection de l'environnement. Et l'objectif, évidemment, c'était d'envoyer des gens se former, parce que l'environnement, c'est basé sur la science.
Alors, il a fallu qu'elle se former aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il était assez avancé, plus avancé que nous en tout cas, pour aller chercher de l'expertise. Des gens sont allés là pour étudier en environnement, en chimie, peu importe les métiers, et pour revenir à la fin des années pour être capable de développer l'application de la loi, parce que ça prend de la science pour appliquer la loi, puis ça prend des scientifiques, pas seulement en général, mais des scientifiques qui s'intéressent à des problèmes particuliers, des toxiques, l'eau potable, des contaminants de l'eau potable, toutes ces questions-là. Après ça, c'est de l'énergie. C'est devenu le ministère de l'Environnement en 1980. Puis moi, quand j'étais au ministère de l'Industrie et du Commerce, et puis quand le ministère a été créé, il était à la recherche, il y avait 2 postes d'économistes, puis donc, qui avaient été offerts pour démarrer l'équipe économique du ministère. C'est là que j'ai été embauché, pour démarrer l'équipe économique du ministère. C'est comme ça que je me suis plus impliqué dans l'environnement plus pratique. Je reviendrai un peu en arrière. Un économiste, déjà, dès le départ, vous étiez un peu environnementaliste, si je comprends bien, avant même de commencer à aller en économie? Non, quand j'ai choisi l'économie, j'étais au collège classique, là, c'était pas vraiment... On est en 1966. Je suis rentré à l'université, moi, en 1966, faire mon bac, ma maîtrise en économique. En 1966... non. On ne parlait pas beaucoup d'environnement. Non, on ne parlait pas beaucoup d'environnement. En fait, on en parlait à peu près pas. Puis, ça a commencé à en parler vers la fin des années 60. On s'appelle 68. J'ai beaucoup participé, j'étais actif dans la fameuse année 68. Oui, j'étais actif à cette époque-là. Puis l'environnement, il a commencé avec ce qui se passait sur la côte ouest américaine, les mouvements qu'il y avait là, les mouvements contre-culturels. Donc l'environnement est devenu, commencé à ressortir. Dans les années 70, on sait que c'était une décennie assez environnementaliste. Ah, puis ça, 70, c'est 72, la conférence de Rio, qui était la première conférence mondiale sur l'environnement. Puis là, ensuite, ça a déboulé. Donc, moi, en 72, j'étais à l'emploi du ministère de l'Industrie et du Commerce, j'étais dans le développement industriel, voyez-vous. OK, de l'autre côté de la clôture. En fait, il n'existait même pas, en 70-72, la loi a été créée en 72. Donc, j'étais à l'autre côté de la clôture, elle n'existait pas. Il n'y avait pas de contrepoids, là. Pas de contrepoids, quasiment. Okay. Puis quand la loi a été créée, ben là, ça a commencé à bouger. Ça m'a intéressé. Puis comme je finissais un dossier majeur au ministère de l'Industrie, ben j'ai appliqué ce poste-là. Puis ensuite... Et pourquoi vous vous êtes intéressé à l'environnement, justement? Le déclencheur, ça a été quoi, là? Ah, mon dos. Moi, c'est difficile à dire. Moi, je viens d'une ville industrielle. Une ville industrielle, de grosse industrie. Moi, puis mon père a travaillé dans l'industrie, ma mère a travaillé dans l'industrie textile, mon grand-père dans le textile. Une ville à Valleyfield, c'était une ville industrielle originellement. C'était un petit peu moins industriel parce que le secteur... Mais il y a une affinité de zinc, il y avait une usine d'explosifs. Mon père travaillait dans une usine d'explosifs qui a été créée dans le temps de la guerre pour alimenter les troupes canadiennes dans la Deuxième Guerre mondiale. Une usine on avait le quartier ici, le centre de défense de la Défense nationale, puis l'usine qui était en face, ben, c'était une usine un peu semblable, sauf que l'usine qui était à Valleyfield est une usine de produits de base, donc des produits chimiques de base, très... votre père travaillait là. Il s'occupait de sécurité. Il a compris vite qu'en travaillant sur avec votre sentiment. Ben là, c'était. Puis je voyais ces choses-là. Puis il y avait une usine, je me rappelle, Semunil, qui produisait des produits absolument incroyables, comme c'était toxique. Puis ça m'avait frappé. Puis en tout cas, comme j'étais engagé socialement, ça m'avait choqué un peu. Puis tranquillement, j'ai lu l'histoire de Love Canal, toutes beaucoup de la conscientisation des gens de l'époque ont été amenés par la publication des événements, surtout américains, comme Love Canal, qui est un canal qui avait été... où on avait fouillé des déchets toxiques, puis on fait des constructions après, puis là, on découvre que les gens sont malades parce qu'ils sont construits sur un site de déchets toxiques, puis là, et ainsi de suite. Il y a eu plusieurs cas célèbres comme ça, mais celui qui est le plus célèbre, était là, le livre je me rappelle même du livre de l'auteur, s'appelait Silent Spring,
le printemps silencieux. Donc, puis cette auteure-là, qui est encore vivante, s'est manifestée récemment pour le problème de... C'est ça qui a dénoncé les pesticides? Est-ce que c'est celle-là? Oui, c'est ça. Et Rachel Carlson, qu'elle s'appelle. Voilà, ça m'en revient. Rachel Carlson, Silent Spring. Puis elle est revenue récemment parce qu'il y a eu la fameuse affaire récemment de pas loin en banlieue de Détroit, comment ça s'appelle, la ville où l'eau potable était contaminée au plomb à cause des conduites en plomb. C'était une préoccupation qu'on a traversée ici parce qu'on s'est rendu compte qu'ici, il y avait des conduites, puis hop là, ça pouvait transiter par ça, ce qui fait que là, il y a eu un problème. Bon, on n'y va pas dans ce détail-là, mais ça s'est manifesté, même malgré son âge, à ce moment-là, parce que... Donc, c'est votre conscience sociale qui vous a amené vers l'environnement à l'époque où l'environnement commençait à se faire parler de lui. Exactement. Okay. J'ai fait beaucoup de syndicalisme et puis de mouvements sociaux quand j'étais à Montréal. Je l'aurais parié que vous aviez fait du syndicalisme. C'est comme tout ensemble, ces choses-là, qui sont surtout l'aspect social. Okay. Et puis quand j'étais arrivé à Québec, j'ai commencé à m'impliquer socialement avec la CEF de Québec. Puis ensuite, la CEF, oui. La CEF d'économie familiale. La CEF d'économie familiale. Puis on faisait toutes sortes d'activités. Genre, on faisait des rapports d'impôts pour des gens dans les quartiers Saint-Roch, qui étaient peu fortunés. Ensuite, je me suis impliqué au Conseil central de Québec, à la CSN, en même temps que je travaillais, parce que je travaillais à l'Industrie Commerce, puis c'était pas tout à fait dans la même ligne. Vous travailliez à l'Industrie Commerce tout le temps? Je travaillais dans une équipe de recherche, il ne faut pas oublier, là, on était à peu près 30 économistes, c'était la plus grosse boîte économique du gouvernement. Et on avait des boîtes séparées, puis on était des économistes, il ne faut pas oublier, là, c'est des économistes, on appelle ça des gens de... en anglais, c'est social scientists. C'est en sciences sociales. C'est en sciences sociales. L'économique, c'est pas de la comptabilité, là. Non, on a tendance à c'est pas de la finance. C'est quelqu'un qui applique, mais avec la dimension sociale. Très, très, très important de réaliser ça. J'aime ça que vous disiez ça, parce qu'on a l'impression que l'économie, c'est quelqu'un qui est juste dans les chiffres, puis c'est une science dure, là. On a eu certains économistes ont une tendance de se réfugier dans les modèles mathématiques, puis de mathématiser ça à l'outrance, qui a fait qu'on est devenu quasiment... La profession est comme devenue, pour certains, quasiment inhumaine. Inhumaine, oui. D'une certaine façon, c'est mathématique, puis la loi de l'offre et de la demande, puis les prix, puis tout ça. Mais fondamentalement, les économistes, c'est des gens de sciences sociales qui pensent social avant. Le bien public, l'aspect public est très, très important. En tout cas, moi, j'ai fait une carrière là-dedans. Vous ne pouviez pas être un économiste, vous, seulement chiffres et qui ont... J'en ai fait beaucoup. Oui. Quand j'ai fait la finance dans la SADC, mais ça ne nous empêche pas. Mais la vision que tu as quand tu fais tes chiffres n'est pas la même. C'est pas on ne vit pas la même chose. Je vous disais tantôt, quand il y avait des organismes communautaires qui avaient besoin d'aide financière, on leur faisait un prêt sans intérêt, mais en se disant, l'idée, c'est de les amener à avoir une certaine rigueur organisationnelle. Pour ça qu'on mettait un prêt, mais sachant très bien que la capacité d'embourser n'est pas nécessairement là. On ne fait pas ça pour financer une organisation. On fait ça pour avoir une contribution sociale qui fait qu'on maintient des organisations de milieu qui sont nécessaires. Mais le milieu n'est pas nécessairement capable de supporter ça parce qu'il y a peu de gens, ou les gens sont peu fortunés. Bon, voyez je recevais ici, à ce plateau-ci, un travailleur social, puis là, je vous entends, puis on a un peu le même discours, mais de la part d'un économiste. C'est rafraîchissant d'entendre un économiste qui nous parle de société, de problèmes sociaux sur le plan humain, si je peux dire. Absolument. Mais l'environnement, c'est aussi ça. Les questions environnementales, on touche... En fait, l'économie de l'environnement, ça vise à rendre plus évidente ce qui n'est pas traité par l'économie traditionnelle. Voyez-vous? D'accord. L'économie traditionnelle, elle a fait son petit modèle, Mais on dit, l'économie traditionnelle, elle ne tient pas compte de plein d'affaires. Qu'on appelle les externalités. Exactement. Quand je suis rentré au ministère de l'Environnement, j'ai donné des cours sur les externalités. Absolument. C'est quoi une externalité? Puis
J'avais une image là, qui est la fameuse usine avec sa cheminée, puis la ménagère qui a son linge sur la corde, puis la cheminée qui salit le linge sur la corde. Ça, c'est une externalité, parce que l'usine ne paye pas pour nettoyer le linge qu'elle salit, parce que l'air, c'est une image, mais pour illustrer ce que c'est qu'une externalité. Aujourd'hui, on pense aux polluants atmosphériques, ce qu'on respire, on pense aux gaz à effet de serre, on est vendu là, on est vendu à la biodiversité, on est vendu loin, là, les services écologiques, mais c'est fondamentalement un des points d'attention majeurs des économistes de l'environnement, d'amener cette dimension-là. C'est tout un défi, ça, parce que... Oui, bien, ça avance. Je dirais que au Canada, au Québec, ça prend du temps. Je dirigeais l'équipe économique du ministère, j'ai pris ma retraite en 2004, j'ai continué comme consultant après, mais je dirais que on a semé, ça a pris du temps. Il y a eu quelques succès quand j'étais au ministère, parce qu'il ne faut pas oublier que le ministère de l'Environnement, c'est un joueur dans le gouvernement, un des joueurs. Il y a d'autres ministères qui ont des... Plus de poids, je dirais, non? Plus de poids. Bon. Fait que, ce qui fait qu'il faut tu as un nouveau ministère, puis qui fait pas... qui est un peu un outsider là, par rapport à d'autres, qui nuit au ministère de l'Agriculture, au ministère de l'Industrie, au ministère des Ressources naturelles, l'exploitation des forêts. C'est comme un anti-ministère. Ça dit, ben là, vous ne tenez pas compte de ça. Est-ce que vous croyez vraiment, une question qui me vient comme ça, est-ce que vous croyez vraiment que l'économie de l'environnement pourrait réussir à endiguer un peu la croissance économique qui nous mène un peu dans le mur, là? Je vous dirais, en partie, depuis le début des années 2000, là, il y a eu quand même beaucoup d'efforts au niveau international. Puis maintenant, il y a des concepts qui sont reconnus maintenant. Là. On parle de biens et services écologiques. Ça n'existait pas avant l'an 2000, ça. Ça a été rendu possible. Puis maintenant, les économistes commencent à reconnaître ça. Même les gens à l'extérieur. L'environnement nous produire des services. Ben oui, elle nous produit des services. Et maintenant, dans les programmes gouvernementaux, on voit ça. Donnez-moi des exemples de services donnés par l'environnement. Je vous donne un exemple. Bon, on parle d'un bassin versant, là. Si vous déboisez votre bassin versant, OK? Vous coupez la forêt parce que vous avez besoin pour vendre soit du papier ou peu importe. Puis vous la coupez de façon excessive. Ce qui va se passer, c'est que l'eau qui était retenue par la forêt, ben, elle va aller plus vite dans la rivière. C'est fatal. Qu'est-ce que ça fait? Ça provoque plus d'inondations. Et plus d'érosion des berges. Bon. Alors, la forêt, elle vendait un service écologique à nous, parce qu'elle réduisait l'ampleur des inondations. Bon. Ça veut-tu dire qu'il ne faut pas couper la forêt? La réponse, c'est non. Mais il faut couper la forêt intelligemment. Ça ne coûte pas moins cher qu'avant, ça va coûter un peu plus cher. Donc, si on exploite la forêt intelligemment, c'est-à-dire qu'on fait de la coupe de jardinage, des sélections. Donc, si on fait attention, puis on garde une bande de l'évident assez large pour pas qu'il y ait trop d'érosion, bien, ça va coûter plus cher d'exploiter la forêt. Et comment on comptabilise ça maintenant? En coûtant plus cher, bien, ça vient affecter les coûts. Ben oui. Et donc, le prix. C'est évident que le consommateur... Puis là, la concurrence joue. Hein, dans le prix, là, lui, il vend moins cher, plus cher, puis effectivement, il y a une concurrence qui s'exerce. Mais c'est évident que je donne un exemple par rapport à aujourd'hui, là, on est dans une économie où on va chercher le prix le plus bas. Puis le prix le plus bas, ça nous amène de l'ail qui vient de Chine, parce que ça coûte moins cher de produire de l'ail en Chine, pour des raisons qu'on ne discutera pas, l'amener ici, puis le vendre, puis l'avoir moins cher de notre travail au Québec. Et ça coûte moins cher de raser les forêts, puis de les vendre de l'extérieur aussi. C'est ça. Faut mettre ça dans notre équation aussi, là. Parce que si on veut le faire, on a le débat sur l'économie locale ces temps-ci, que M. Legault, M. Fitzgibbon, puis bon, c'est ça, on a comme envoyé nos emplois manufacturiers, les États-Unis sont les plus perdants là-dedans, en Chine, ou peu importe. Puis là, on s'aperçoit que on a perdu quelque chose. Non seulement on a perdu quelque chose, mais il y a beaucoup de travailleurs qui se sont retrouvés avec à l'eau parce qu'il n'y avait plus d'emploi. Fait qu'il y a des effets sociaux de cette affaire-là. On regarde d'abord ça, c'est moins de coût, puis ça coûte moins cher. Mais il y a des conséquences. Puis en économie, on apprend une chose.
dans la société, il n'y a jamais de solution parfaite. Il faut faire des compromis. On appelle ça, le terme américain, trade-off. On doit comparer, vous allez entendre probablement M. Legault dire ça, même si c'est incontable, bien, on a-tu plus de bénéfices que de coûts? Ça n'existe pas, juste des bénéfices, pas de coûts. Ça n'existe pas, ça. Fait que faut balancer puis prendre une décision en fonction de meilleures connaissances. Quelle est la meilleure solution? En fonction de nos valeurs. Voilà, c'est les valeurs qui teintent la décision. Mais comment on résout le problème fondamental si ça coûte plus cher, effectivement, de couper ces arbres de façon intelligente et que le voisin, à l'autre bout de la planète, il coupe de façon sauvage, ça lui coûte moins cher. Finalement, le consommateur ne fait pas nécessairement le lien. Comment résoudre ce problème-là? Le seul moyen, le moyen le plus évident, c'est que le gouvernement intervienne. Alors, traditionnellement, le gouvernement fait des règlements qui disent, c'est plate, mais la façon dont tu coupes maintenant, là, c'est plus acceptable. On a connu ça avec le fil de Desjardins, puis la nouvelle politique forestière. Quoique là, ça commence à glisser vers l'autre bord. On a chassé qui dit ça, le chasser naturel, il vient au galop. Il revient au galop, oui, c'est ça. Quoique ça revient, mais c'est de l'intervention gouvernementale. Il y a pas, le marché, là, on dit le marché, on dit le libre marché, mais ça n'existe pas, le libre marché. Ça n'existe pas. S'il y a un marché, c'est parce qu'il y a des lois qui régissent des contrats, qui régissent des marchés. Et qui fait les lois? Les gouvernements. Les gouvernements. Donc, le système économique est basé sur on appelle ça, certains appellent ça la constitution économique. Puis la constitution économique, c'est le gouvernement qui a défini. Donc, la base de l'économie, c'est la politique, c'est ça? C'est la politique. Essentiellement, c'est les États qu'on se donne, parce que sans ça, c'est le plus fort. Là, on se comprend, là? Ouais, on a passé proche de vivre ça au sud, là. À un moment donné, là, il y a eu des situations qui étaient un petit peu gênantes, là, d'une certaine façon. Puis c'est là-dessus qu'est basée la démocratie, dans le fond, tous ces phénomènes-là de démocratie. Puis pensez à ça, là. Une démocratie, on vote pour un député, ça va siéger. Pensez à une compagnie, des actionnaires, et des administrateurs, des présidents. C'est le même type de structure. C'est pas la même chose. Le citoyen, il est là, mais tandis qu'un actionnaire, c'est parce qu'il a de l'argent, c'est une autre histoire. Mais c'est le même type d'idée à la base. Oui, la différence, c'est que dans la compagnie, on veut qu'il y ait du retour sur notre argent. Alors que le gouvernement, on espère que le gouvernement va gérer notre économie comme un bon père de famille. Mettons, appelons ça de même, là, c'est plus facile à comprendre comme ça, qu'il va, selon un bon jugement, puis il va nous donner des règles qui vont faire que notre économie va aller bien, on va avoir des emplois. Puis c'est ça le rôle du gouvernement, dans le fond. Donc, l'économie, le gouvernement, c'est lui qui fait les règles. S'il ne fait pas un règlement qui dit vous ne pouvez plus jeter des polluants à la rivière, bien, la compagnie va continuer, à moins que quelqu'un se mette, un consommateur ou des groupes de consommateurs disent dénonce une entreprise, vous avez déjà vu ça. Là, c'est le pouvoir du consommateur qui dit ils nous vendent des produits qui sont produits par les esclaves. Je donne l'exemple, pour avoir des enfants exploités. Bon, ça, il y a une pression. Ça ne veut pas dire que le gouvernement, qui est un système politique à carte blanche, la population, en les lisant, mais aussi en votant avec ses pieds, a un choix en faisant pression sur le gouvernement pour qu'il adopte des lois pour... On voit le militant en vous, justement. Sauf que les gouvernements entre eux sont en compétition. On voit ça avec les abris fiscaux, là, justement, les paradis fiscaux, c'est ça. Fait que là, ça, c'est tout un débat aussi. C'est tout un débat. Puis là, c'est tout l'aspect démocratique, puis la vision de nos personnes élues. Puis on le voit avec le pétrole puis les gaz à effet de serre au Canada, M. Legault vient de dire qu'il n'y aurait plus d'exploration pétrolière. Bon, il y a un espoir là quand même. Ça, c'est un geste très, très bien. Là. C'est enfin. La deuxième geste, c'est on ne subventionne plus les compagnies pétrolières à trouver du pétrole. Mais la conséquence de ce geste-là, c'est que dans le système fiscal, on ne subventionne plus pour le Québec les compagnies pétrolières. Pas le Canada, là. Pas le Canada, on n'est pas rendu là. Non, le Canada, il est ailleurs. Là. Au moment où on se parle, on ne se le cachera pas. Là. Il y a ailleurs. Je ne sais pas d'ailleurs comment est vendu
le référendum de M. Kenney en Alberta sur la... Ah oui. Il devait avoir ça, là, je ne sais pas trop comment ça s'est déroulé. En tout cas, peu importe. Tout ça pour dire que, bon, ben voilà, le gouvernement a pris une décision, puis il a dit, c'est terminé. Puis là, je regarde M. Charest à l'environnement, il a dit, bon, ben là, le recyclage, là, faut que ça aille mieux. Faut que ça aille mieux parce que ça va pas bien. J'ai travaillé beaucoup dans le... Ben, en fait, quand j'ai travaillé au gouvernement, j'ai quand même fait une carrière de 80 à 2004 au ministère de l'Environnement. Quand même, 24 ans. 24 ans. Et la base de ce que vous voyez là, le Recyc Québec, ben, ça a été créé à l'époque. Ben, entre autres, on a travaillé à ça. Les problèmes, la consigne, tous ces bebelles-là, on voit aboutir maintenant des choses qu'on discutait dans les années 90. C'est assez drôle, là. Il faut être patient quand même. D'abord, il faut être persévérant et patient. Exactement. Je peux vous dire ça. Exactement. Fait que la fiscalité, qu'on appelle l'écofiscalité, on en parlait beaucoup à l'intérieur de cercles d'initiés. Maintenant, on commence à en parler pour le monde municipal. On commence à en parler. Ça prend du temps. Il faut être patient. Pour le monde municipal, hier, il y avait justement une discussion sur l'écofiscalité. Sur l'écofiscalité. C'est un mot que, c'est quoi? Ben, c'est un mot qui existe depuis très longtemps, que les économistes d'environnement poussent depuis beaucoup. Ben, avant que ça fasse son chemin, ça bouscule, hein? Je vous donne... il y avait une des premières mesures d'écofiscalité qu'on servait pour illustrer ce que ça avait de l'air. C'est une mesure prise par le gouvernement britannique. Le gouvernement britannique avait pris cette mesure-là en disant, voilà, la mesure qu'il avait fait, c'est qu'il avait dit, je vais taxer les déchets. Oui, avec le revenu de la taxe, je vais baisser la taxe sur la masse salariale. Donc, c'est quoi le message? Je taxe quelque chose qui est mauvais, produire des déchets, mais taxer l'emploi, c'est pas très bon, hein, c'est négatif. Donc, on va détaxer l'emploi en servant des revenus. Donc, l'idée de ce concept d'écofiscalité, c'est de changer le système fiscal. C'est pas n'importe quoi, là. D'amener à taxer des mauvais comportements, puis détaxer les bons comportements. Et ça, c'est un des meilleurs outils qu'un gouvernement a pour réorienter sa société. C'est un très, très bon outil, ça. Très bons outils. On a fait adopter certains qui n'ont pas été, comment je dirais, mis sur la place publique beaucoup. Mais au Québec, on a certaines initiatives. Puis une des belles que vous avez présentement, c'est les crédits de carbone. Les crédits de carbone, le Québec est la seule province canadienne. Puis on a un système avec la Californie. Moi, quand je quittais, j'étais dans ce dossier-là, quand j'ai pris ma retraite, c'est mes successeurs qui ont mis ça sur pied avec les premières modifications légales. C'est moi qui les ai fait avec les avocats du ministère. Mais ça, c'était le balbutiement. Mais après, eux autres, ils ont poursuivi. Puis ça, c'est un succès du gouvernement du Québec. Là. Actuellement, on a, dans notre prix d'essence, il y a une portion qui est une taxe carbone. Dans le prix de l'essence, effectivement. C'est plus que simplement la bourse du carbone. C'est la bourse du carbone. C'est la bourse du carbone. C'est la bourse. En fait, la bourse du carbone, là, on s'échappe. On s'éloigne. On s'éloigne un petit peu. Là. Il nous reste 2 minutes, mais je trouve ça intéressant parce que ce que je comprends de votre discours, en tout cas, c'est que il faut des mesures d'éco-fiscalité, mais pour les avoir, il faut quand même qu'il y ait un travail du citoyen, des citoyens, pour pousser les gouvernements à le faire. Oui, absolument. Ça ne se fera pas tout seul. Non, non. C'est pas l'économie qui va faire ça par elle-même. Il faut que ça soit socialement qu'on pousse les règles économiques à devenir de plus en plus. Il y a beau avoir des économistes de l'environnement qui poussent à l'intérieur, c'est pas suffisant. Ça prend du monde qui pousse. On prend des gens comme Équiterre ou Nature Québec, ces groupes-là, qui sont des groupes à l'échelle du Québec ou même des groupes locaux, qui font des batailles puis qui amènent le gouvernement à changer. L'exemple de ce que je vous disais tantôt, la PAC de la Jacques-Cartier, ça a amené la création du parc de la Jacques-Cartier, cette affaire-là, par le gouvernement. On a failli ne pas l'avoir. On a failli avoir un grand plan d'eau plutôt qu'un parc, c'est ça? C'est ça. Puis ça a amené, on est dans le début des années 70, là, ça a amené des bouleversements. Donc, la loi sur les études d'impact est aidée dans cette foulée-là. Alors, il y a eu toute une initiative avec la loi qui a amené le gouvernement à aller plus loin. Puis, c'est Marcel Léger qui était ministre, qui était premier ministre de l'Environnement.
Donc, M. Sauvé, on a beaucoup parlé d'écologie, d'économie, on a un peu abordé votre parcours, on n'a même pas parlé encore vraiment de la corporation de bassin de la Jacques-Cartier. On va devoir se revoir dans une autre émission de 30 minutes encore, où on va parler plus précisément du bassin de la corporation du bassin de la Jacques-Cartier. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Ouais. Et je dis la même chose à vous, chers téléspectateurs. À la semaine prochaine, on va retrouver M. Sauvé et on va parler de la corporation de bassin versant de la Jacques-Cartier. Cette fois-ci!